tu es historien spécialiste du panafricanisme et aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle d'une guerre qui se déroule en ce moment même à l'est de la République démocratique du Congo. Une guerre qui dure depuis plus de 10 ans et sur laquelle on est très très mal renseigné. Chaque jour, je reçois des messages de gens qui me demandent où ils peuvent trouver des informations sur la guerre au Congo. Et c'est pour ça que je crois qu'il est urgent de donner des éléments de contexte pour que les gens puissent se faire une meilleure idée de ce qui se passe actuellement. Pour commencer, en fait, cette réflexion, j'ai envie de te demander, on va remonter dans l'histoire un petit peu, et est-ce que le conflit actuel qui se déroule au Congo est une conséquence de l'histoire coloniale ? Alors, l'histoire coloniale du Congo, elle est hors norme, elle est démesurée, puisqu'en fait, elle est liée à la mondialisation. Donc, c'est au Congo que les Portugais sont arrivés au XVe siècle. Et la majorité des Africains déportés dans les Amériques viennent du Congo. Et sur la partie orientale du pays, la traite arabe également a joué un rôle. Donc, dès cette époque-là, le Congo est un espace qui fait face à des formes de déstructuration. Lorsque la colonisation arrive, on en fait la propriété privée du roi des Belges. Et donc, c'est autour du Congo que s'est joué le partage du continent africain, les règles de partage de l'Afrique. Et on entre dans la deuxième mondialisation, il faut du cuivre, du caoutchouc. Donc, ce sont déjà des millions de morts. On parle au moins de crimes contre l'humanité, voire de génocide. Il y a des débats autour du rôle des agents du roi Léopold II qui permet cette seconde mondialisation, qui permet également un peu plus tard d'avoir accès à l'uranium pour les Américains, qui donne les 2 bombes atomiques et l'entrée dans l'ère nucléaire. Ce qui fait du Congo, au moment de son indépendance, un enjeu éminemment stratégique pour les grandes puissances et en même temps un enjeu très important pour la libération des peuples congolais qui, sous le colonialisme belge, ont été, je dirais, particulièrement opprimés dans un contexte où la Belgique, après la Première Guerre mondiale, récupère également les anciennes colonies allemandes, notamment le Rwanda et le Burundi, et va jouer en fait sur son racisme structurel pour produire des identités ethniques, pour déplacer des populations au niveau justement de l'Est du Congo, donc des populations du Rwanda vers le Congo et inversement. Et ensuite, pour faire en sorte que les indépendances de ces 3 pays, le Congo, le Rwanda et le Burundi, se passent de manière dramatique. Donc ça, c'est un premier élément. L'élément d'actualité, il est lié au fait qu'on est aujourd'hui entré dans une nouvelle ère en termes de ressources stratégiques, en termes de géopolitique. Et la région des Grands Lacs est essentielle, je dirais, pour justement penser le monde. Et donc la question de l'histoire coloniale est centrale du fait précisément de la problématique des frontières qu'elle a introduite dans cette partie du monde et du fait également des identités qu'elle a construites et qui se sont, je dirais, instillées dans des formes de régime et des formes de pouvoir politique. Donc la dimension coloniale est essentielle pour comprendre ce conflit-là, et elle est d'autant plus essentielle que c'est dans le cadre de l'histoire coloniale que sont apparues les ethnies les plus brutales, que sont les multinationales, que l'on oublie régulièrement. Donc du coup, cette histoire coloniale, elle est prégnante. Les contextes même des décolonisations sont porteurs justement de cycles de revanche, de vengeance et de guerre et de conflit et de déstabilisation. Et donc je dirais qu'effectivement, il y a une dimension coloniale dans la guerre qui sévit aujourd'hui à l'est de la RDC. Et donc tu disais très bien que donc, ces ethnies dont on parle aujourd'hui, elles ont été en fait constituées au moment colonial. En fait, c'est les puissances coloniales qui ont vraiment instauré ces ethnies comme entités politiques. Donc on parle souvent des Hutus et des Tutsis dans le contexte de l'Est de la RDC et du Rwanda. On entend aussi beaucoup parler du M23. Les rebelles du M23, c'est un mot qui revient tout le temps quand on parle actuellement du conflit au Congo. Qu'est-ce que c'est que le M23 ? Alors, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les catégories, je parle plutôt de catégories qui sont mises en place, Hutu-Tutsi, sont des catégories sociales. On a une même ethnie, c'est-à-dire qui parle la même langue, le Kinyarwanda, et dans le contexte de la colonisation belge et de toute colonisation, il faut diviser pour mieux régner, et donc mettre en avant une minorité à laquelle on va imputer, je dirais, tout un ensemble de stéréotypes, et la faire dominer une majorité à laquelle on va imputer des stigmates. Et cet élément, ce rapport de force entre minorité et majorité, va structurer la vie politique du Rwanda et du Burundi et va connaître, je dirais, un revirement donc au moment du génocide des Tutsis en 1994, qui va marquer en fait la victoire du FPR de Paul Kagame, qui met fin au génocide. Et en 1994, en juillet 1994, le Rwanda est mort, le pays est mort. Il y a des centaines de milliers de victimes, de réfugiés, de rescapés, d'orphelins, etc.
Et dans le contexte également donc des nouveaux enjeux liés à la guerre froide, le régime de Kinshasa, qui est vu comme étant effectivement un soutien du régime génocidaire. Donc Kinshasa au Congo, RDC. Au Congo, RDC, au Zaïre de l'époque, voit arriver sur son territoire donc des réfugiés, des centaines de milliers de réfugiés, parmi lesquels se trouvent justement des génocidaires, donc Hutus. Et donc c'est dans ce contexte-là qu'apparaissent, je dirais, les premières formes de déstabilisation armée, de groupes armés, de part et d'autre de la frontière, et la nécessité notamment pour le Rwanda, allié de l'Ouganda, de sécuriser un peu son espace vital et de contribuer donc à la première guerre du Congo, qui va amener au pouvoir donc à Kinshasa Laurent Désiré Kabila, qui est un ancien rebelle opposant notamment de l'époque de Mobutu et de Lumumba. Alors juste pour que les gens comprennent bien, donc là on parle de RDC, donc à l'époque ça s'appelle le Zaïre. Le Zaïre qui va être renommé la République démocratique du Congo, qui est le nom originel au moment de l'indépendance par Laurent Désiré Kabila, qui arrive au pouvoir avec le soutien du Rwanda et de l'Ouganda, dans le cadre en fait d'une grande traversée du pays, au cours de laquelle sont déjà renégociés notamment les contrats miniers. Et dans ce contexte d'arrivée au pouvoir de Laurent Désiré Kabila à Kinshasa, il y a au bout de quelques mois, quelques dizaines de mois, une volonté de rupture vis-à-vis des alliés rwandais et ougandais qui va déclencher une seconde guerre du Congo de 1998 à 2003, qui elle sera une guerre interétatique, où ce sera des coalitions d'États qui vont s'affronter. Et c'est dans le contexte de ces coalitions d'États que se mettent en place des groupes paramilitaires, dont l'un est le RCD Goma, donc un groupe pro-rwandais Tutsi congolais, qui plus tard donnera à la fin de la guerre donc le CNDP avec Laurent Nkunda, donc une autre forme de milice éclatée, dont les contextes notamment d'arrêt de guerre fondé sur la réinsertion des anciens rebelles dans l'armée nationale congolaise et l'impossibilité de constituer une armée nationale congolaise. Et donc le CNDP sera un groupe rebelle issu donc de cet accord. Et en 2009, lorsque le CNDP est mis hors jeu, il y a un accord, le 23 mars 2009, qui est mis en place, qui vise justement à réintégrer les rebelles de ce mouvement dans la vie politique, dans l'armée congolaise, etc. Sauf que cet accord-là, pour les anciens rebelles du CNDP, n'apparaît pas comme étant respecté par le pouvoir de Kinshasa. Et donc en 2012, il relance un nouveau mouvement qui va prendre le nom de cet accord, le M23, et qui va mener effectivement la guerre avec effectivement comme principe idéologique la protection des communautés Tutsi dans l'est de la RDC, tout en sachant qu'on est dans un contexte où l'intérêt du Rwanda est d'assurer sa sécurité nationale et que l'idée d'avoir effectivement une déstabilisation de l'est de la RDC rentre aussi dans ce jeu d'affaiblissement du Congo. Et donc on rentre vraiment dans des guerres par procuration, puisque de l'autre côté, également de la frontière, sont installés les FDLR, des forces démocratiques de libération du Rwanda, qui sont composées notamment d'anciens génocidaires Hutus que le régime rwandais pourchasse dans le cadre justement de la sécurisation de son pouvoir. Donc on a en fait une guerre qui se déplace dans l'est de la RDC, donc la guerre du Kivu, 2004-2009, dans laquelle ensuite le M23 va être actif pendant un peu plus d'une année, puis ensuite être repoussé par les forces congolaises. Et donc pendant 8 ans, en fait, le M23 va un peu rester, je dirais, en marge. Il y aura beaucoup d'autres milices qui vont apparaître entre-temps. Et en octobre 2021, les hostilités vont reprendre, dans un contexte également de tensions politiques entre Kinshasa et Kigali, qui sont parfois liés aussi à des rapprochements entre la RDC et l'Ouganda. Donc en fait, on est dans un jeu à trois de déstabilisation dans cette région. Et en arrière-plan, évidemment, il y a la question des matières premières. C'est ça. Et Kigali, donc la capitale du Rwanda. Du Rwanda, exactement. C'est ça. Et donc j'espère que c'est quelque chose de très compliqué. Souvent, on a du mal à justement repérer tous les éléments. Et on se dit, on entend M23, Kigali, ce n'est pas des territoires, en tout cas pour le public français, auxquels on est vraiment habitué, même si la France a à partir avec toute cette histoire. Et souvent, on pense et on voit des Africains en fait, qui se battent entre eux. Et on se demande si c'est simplement un conflit ethnique ou un conflit justement lié aux richesses minières de la région. Comment est-ce qu'on peut rendre ça encore plus complexe? Qu'est-ce qui se passe concrètement? Alors, en fait, on est sur un conflit transnational qui est lié aussi aux problématiques de frontières, au fait qu'on a des frontières poreuses que dans bien des cas, les États africains n'arrivent pas à réguler ou à gérer, et que les frontières poreuses sont des zones, je dirais, de déstabilisation de pays voisins. Un autre élément, c'est qu'il y a effectivement une dimension de conflit ethnique, dans le sens où on a mis de l'idéologie
dans les catégories Hutu et Tutsi. Ce qui fait que ces catégories-là sont vues comme étant... l'idéologie, qu'est-ce que tu veux dire? On a mis des représentations, on a produit du racisme, on a produit de la discrimination, on a produit de la haine, qui fait que effectivement le conflit est ethnicisé. Mais dans les faits, ce qui divise effectivement les différents groupes, donc la question, on va dire, ethnique, est effacé par un élément qui les réunit tous, mais absolument tous, c'est la question des matières premières. C'est-à-dire que tout le monde se bat, quelle que soit l'ethnie, quels que soient les intérêts, quelle que soit la position, pour la question des matières premières. Et donc on est dans une économie de guerre qui permet, je dirais, de mettre de l'idéologie dans les identités ethniques et qui permet aussi, je dirais, aux différents belligérants d'entrer dans une guerre de l'information qui vise à rendre les choses le plus opaques possible et faire en sorte que la situation dans l'Est du Congo soit vue comme une situation, je dirais, d'implosion, de déstabilisation régulière, tout en sachant qu'il y a aussi d'autres groupes armés qui opèrent. On a les ADF au niveau de l'Ituri, on a la Codeco, on a d'autres milices qui sont également présentes. Donc on est vraiment dans une zone où la question de l'implosion de l'Est de la RDC, des Kivu, renvoie à des vieux enjeux de balkanisation du Congo, d'éclatement du Congo, et en même temps de stabilisation de cette région, dans un contexte qui est fortement marqué par des violences interethniques, par des traumatismes de nature génocidaire, et également, je dirais, par une guerre de l'information sur laquelle les puissances internationales jouent également pour opposer Kinshasa à Kigali, nourrir la rivalité entre le Rwanda et l'Ouganda dans le transit justement des matières premières, et aussi jouer sur des rapprochements où on voit bien que les incursions du M23, les déstabilisations sont aussi à relier à la nature des relations politiques entre Kinshasa et Kigali. Et ce sont ces éléments-là, plus un certain nombre de preuves matérielles sur le terrain, comme la manière dont le M23 est organisé, le soutien dont il dispose, et aussi d'autres éléments plus anciens, qui visent à montrer effectivement l'implication des autorités rwandaises dans, je dirais, cette déstabilisation de l'Est de la RDC. Et question encore, pour beaucoup, en fait, que ce soit au niveau donc des dirigeants congolais ou des dirigeants rwandais, on les voit comme les symboles ultimes de la gouvernance ou de la mauvaise gouvernance à l'africaine. Quelle est la responsabilité des élites, en fait, des présidents, des pouvoirs en place, que ce soit au Rwanda, au Congo, puisqu'on sait que ce sont les deux principaux États qui sont impliqués dans ce conflit? Alors, dans le cas du Congo, c'est très compliqué, parce que dès l'indépendance, Patrice Lumumba, qui était un premier ministre légitime, a été renversé. Il y a eu ensuite toute la période liée à Mobutu, qui était l'homme fort des Américains. Donc à cette période, le Zaïre était une puissance africaine, mais soutenue par l'impérialisme et sauvée à plusieurs reprises par des interventions pro-occidentales. Et lorsque Laurent Désiré Kabila arrive au pouvoir, il est dans la volonté effectivement d'opérer une rupture vis-à-vis de ses anciens alliés ougandais et rwandais. Il est assassiné en 2001 et son fils Joseph Kabila, qui à l'époque n'avait même pas 30 ans, est mis au pouvoir. Il sera longtemps vu effectivement comme l'homme de Kigali, comme l'homme des Rwandais. Lorsque Félix Tshisekedi arrive au pouvoir, pareil aussi dans le contexte d'une élection assez particulière, il y a effectivement la responsabilité des autorités, de l'élite congolaise, je dirais, de reprendre en main son pays. Puisque ce qui se passe aujourd'hui à l'est de la RDC se passe sur le sol congolais. Donc c'est la question de l'autorité de l'État congolais, de la gouvernance de l'État congolais qui se pose. En même temps, Paul Kagame est vu comme quelqu'un de très influent, dont on sait que l'influence dépasse largement les frontières du Rwanda et qui reste sur une même position, à savoir qu'il y a la question des FDLR dans l'est de la RDC qui prévoit ou qui prévoirait un jour de revenir au Rwanda pour le renverser. Et donc tant que cette question n'est pas gérée également par Kinshasa, etc. Donc on est un peu sur un jeu de poker mental, mais il est vrai que la position du Rwanda est très particulière puisque ce pays se permet en même temps d'être le troisième contributeur africain aux forces de maintien de la paix au niveau du continent africain. Donc on a, je dirais, une co-responsabilité des deux gouvernements. Il y a eu des tentatives de rapprochement, il y a eu des tentatives de paris gagnant-gagnant, mais très concrètement se pose du côté de la RDC, comme du côté aussi du Rwanda, la question, je dirais, de l'autorité sur le terrain vis-à-vis de groupes qui parfois n'obéissent pas au cessez-le-feu parce qu'ils sont aussi dans d'autres logiques vraiment beaucoup plus économiques. Donc tant qu'on ne règle pas la question de la guerre économique, la question des ressources naturelles,
également le sort des populations dans l'est de la RDC, je pense qu'on ne pourra pas réellement appréhender toute cette problématique qui se pose au niveau de cette région. Oui, en plus, c'est vraiment une région d'où vient le coltan, le cobalt, plein de matériaux qui servent notamment à la transition écologique, notamment pour faire les batteries des voitures, etc. Tout ce qu'on pense de verre, il y a beaucoup de matériaux qui viennent en fait de cette région en guerre. On parle de 6 à 7 millions de réfugiés. Et de manière très rapide, on a bientôt fini, mais pourquoi, d'après toi, la communauté internationale ferme les yeux? Pourquoi est-ce qu'on n'en entend pas parler? On voit beaucoup aujourd'hui parler de ce qui se passe à Gaza, c'est très médiatisé. Ce qui se passe en Ukraine, ça a été très médiatisé. Et ce qui se passe au Congo, on a l'impression que c'est le silence radio, on ne comprend rien, c'est bizarre. C'est le silence radio, c'est-à-dire qu'on voit la situation du Congo comme une guerre en huis clos. Alors la seconde guerre du Congo était présentée comme une guerre mondiale africaine. Je pense que si ce qui se passe aujourd'hui au Congo se passait au cœur de l'Europe, on parlerait d'une guerre mondiale sans aucune difficulté. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est que c'est une guerre économique dont profitent les multinationales, dont profitent les grandes puissances, qui se joue sur les ressources du Congo. Et là aussi, je pense qu'il y a, d'une part, une culpabilité, une mauvaise conscience vis-à-vis donc, du Rwanda. D'autre part, une guerre de l'information qui amène les puissances occidentales à tenir des positions d'équilibre qui ne se tiennent pas. Et troisièmement, je pense qu'on est aussi dans un revirement puisque depuis une dizaine de mois, un an, on voit de plus en plus d'acteurs qui reconnaissent officiellement que le Rwanda a une responsabilité. On l'a vu au niveau de l'ONU avec des groupes des rapports de groupes d'experts. On le voit dans les positionnements du président congolais Félix Tshisekedi. Mais néanmoins, il y a aussi cette nécessité de comprendre que la question du Congo, la crise du Congo, la situation du Congo ne date pas depuis 30 ans. Elle est bien plus ancienne. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment avoir une perspective beaucoup plus longue sur la question de la mondialisation, sur l'actualité de ce qu'on appelle la transition énergétique qui nécessite effectivement que les ressources du Congo soient sans doute redistribuées ou revues par les puissances impérialistes. Il y a la question de la Chine, dont on parle très peu, également au niveau du Congo, les intérêts israéliens qui sont également présents. Donc tous ces enjeux sont présents et j'ai le sentiment que on veut mettre en avant l'idée d'un conflit uniquement intra-africain ou inter-africain, alors qu'en réalité, on est vraiment au cœur, dans l'épicentre d'un conflit qui a une dimension mondiale, notamment sur le volet économique. Merci beaucoup Hamzat Boukari Yabara. Tu as écrit le livre Africa Unite et collaboré au livre L'Empire qui ne veut pas mourir, une histoire de la France-Afrique. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour parler de cette tragédie.